Ce morceau de bois a 800 ans et il est plus solide que le bois que vous achetez aujourd'hui. Ce n'est pas un problème de technologie, on vous vend volontairement un bois qui ne durera jamais. Et quand vous allez comprendre pourquoi, vous ne verrez plus jamais un arbre de la même façon. Choisir l'arbre. Lorsqu'un artisan médiéval entrait dans une forêt, il ne voyait pas simplement une ressource à exploiter, mais une série de matériaux potentiels, chacun avec des qualités et des défauts qu'il fallait identifier avant même de penser à couper. Aujourd'hui, le bois est standardisé et vendu sous forme de pièces déjà transformées, ce qui donne l'impression que toutes les planches d'une même catégorie se valent, alors qu'au Moyen-Âge, chaque arbre était évalué individuellement parce que sa forme et sa croissance déterminaient directement la qualité du bois qu'il produirait. Un tronc bien droit indiquait généralement un développement régulier des fibres, ce qui permettait d'obtenir une poutre plus stable, tandis qu'un arbre légèrement tordu révélait souvent des contraintes subies au cours de sa croissance, comme un vent dominant ou un manque de lumière, contraintes qui se retrouvaient ensuite à l'intérieur du bois. Ces irrégularités ne disparaissent pas une fois l'arbre coupé, elles continuent au contraire d'influencer le comportement du matériau, en particulier lorsqu'il est soumis à des charges, ce qui pouvait à terme fragiliser une structure entière. Les artisans prenaient également en compte l'état interne du tronc, qui ne se devine pas toujours à l'œil nu, et c'est pour cette raison qu'ils utilisaient un geste très simple, consistant à frapper légèrement le bois pour en écouter le son. Un tronc sain et dense produisait ainsi une résonance claire, tandis qu'un arbre présentant des défauts internes, comme une cavité ou bien un début de dégradation, renvoyait un son plus sourd. Ce type d'observation permettait d'écarter des arbres qui semblaient pourtant corrects en apparence, mais qui auraient posé problème une fois intégrés dans une construction. Ainsi, bien avant le chantier, une partie essentielle du travail consistait déjà à éliminer les sources potentielles de faiblesse, car un bois mal choisi ne se contente pas de vieillir plus vite, il peut compromettre la solidité d'un bâtiment entier. La croissance de l'arbre. Une fois l'arbre sélectionné pour sa forme et son état apparent, les artisans médiévaux prenaient en compte un critère moins visible mais essentiel, les conditions dans lesquelles il avait grandi. La vitesse de croissance influence directement la structure du bois. Ainsi, un arbre qui se développe rapidement dans un environnement riche en lumière et en eau produit un matériau plus léger, moins compact et généralement moins résistant. À l'inverse, une croissance lente sur un versant exposé au nord ou dans un sol pauvre donne un bois beaucoup plus dense, capable de mieux supporter les charges et de résister à l'usure du temps. C'est pourquoi les bâtisseurs privilégiaient souvent des arbres issus de milieux difficiles. Ils se méfiaient aussi de l'histoire de l'arbre, un incendie partiel, un impact de foudre ou certaines contraintes environnementales pouvaient altérer sa structure interne sans laisser de traces évidentes. Un tronc apparemment sain pouvait ainsi cacher des faiblesses susceptibles de provoquer des fissures ou bien des ruptures une fois le bois mis en œuvre. Cette exigence se retrouve dans l'âge des arbres exploités. Aujourd'hui, un arbre cultivé pour la production atteint sa maturité en quelques décennies, parfois moins. Au Moyen-Âge, il n'était pas rare d'utiliser des arbres ayant poussé pendant un siècle, voire davantage. Cette différence d'âge se traduit par une organisation interne bien distincte. Les cernes de croissance sont beaucoup plus serrées, signe d'une densité accrue. Dans certains bois anciens, on peut ainsi en observer jusqu'à plusieurs dizaines par centimètre, contre bien moins dans les productions modernes. Ce niveau de compacité améliore non seulement la résistance mécanique, mais aussi la tenue face à l'humidité et aux variations climatiques. À volume équivalent, un bois issu de ces conditions pouvait donc se révéler nettement plus robuste que la majorité des bois standardisés actuels. Le moment de la coupe. Le choix de l'arbre ne suffisait pas, car le moment de l'abattage jouait lui aussi un rôle important dans la qualité finale du bois. Aujourd'hui, les arbres sont coupés en fonction des besoins de production, sans que la saison soit toujours considérée comme un facteur déterminant, alors qu'au Moyen-Âge, cette étape était intégrée dans une logique plus globale.
En hiver, les arbres entrent en dormance, ce qui signifie que la circulation de la sève ralentit fortement et que l'humidité contenue dans le bois diminue naturellement. Un arbre abattu à cette période contient donc moins d'eau, ce qui facilite son séchage et réduit les risques de déformation ultérieure. Certaines pratiques médiévales prenaient également en compte les cycles lunaires, en privilégiant des périodes spécifiques pour l'abattage. Même si cet aspect a longtemps été perçu comme une croyance, des observations modernes ont montré que l'humidité du bois pouvait varier légèrement selon ses cycles, en raison de l'influence gravitationnelle sur les fluides. La différence reste modeste, mais sur un matériau destiné à sécher lentement pendant des années, elle peut avoir des conséquences mesurables. Ainsi, le moment de la coupe n'était pas choisi au hasard, mais intégré dans une approche globale visant à obtenir un bois le plus stable possible dès le départ. Le bois vert. Contrairement à une idée reçue, le bois n'était pas toujours séché avant d'être utilisé, et dans de nombreux cas, les artisans travaillaient au contraire avec du bois encore frais, ce que l'on appelle du bois vert. Ce choix peut sembler surprenant, car un bois humide est plus souple et donc moins stable à court terme, mais il présente aussi des avantages importants. D'une part, il est plus facile à travailler avec des outils manuels, ce qui permet de réaliser des assemblages précis sans effort excessif. D'autre part, et c'est un point essentiel, le bois change de forme en séchant, et ce comportement était non seulement connu, mais utilisé de manière volontaire. Le bois ne se contracte pas de manière uniforme, il se rétracte davantage dans certaines directions que dans d'autres, et ce, en fonction de l'orientation de ses fibres. Les artisans tenaient compte de ce phénomène pour concevoir des assemblages qui allaient évoluer dans le temps. Un joint légèrement ajusté au moment de la mise en place pouvait devenir plus serré en séchant, ce qui renforçait la structure sans qu'il soit nécessaire d'ajouter des éléments supplémentaires. Ainsi, le matériau n'était pas considéré comme figé, mais comme évolutif, et cette évolution était intégrée dès la conception. Le séchage du bois. Le séchage du bois constitue une étape déterminante, car c'est à ce moment que la structure interne se stabilise et que ses propriétés mécaniques se fixent durablement. Aujourd'hui, dans l'industrie moderne, le bois est souvent séché en quelques jours, parfois en une semaine à peine, et ce grâce à des séchoirs industriels capables d'accélérer considérablement le processus. À l'inverse, au Moyen-Âge, ce séchage pouvait durer plusieurs années, parfois entre 2 et 5 ans pour les pièces les plus importantes, ce qui permettait aux fibres de se stabiliser progressivement et ce sans créer de tensions internes. Cette différence de rythme est essentielle, car un bois séché trop rapidement développe des micro-fissures invisibles à l'œil nu, mais qui affaiblissent sa résistance sur le long terme. À l'inverse, un bois séché lentement présente une structure plus homogène, capable de supporter des contraintes importantes sans se déformer. On estime aujourd'hui que certaines charpentes médiévales utilisent des bois dont la densité effective peut être jusqu'à 20 à 30% supérieure à celle de bois modernes issus de cultures intensives, simplement en raison de la lenteur de leur croissance et de leur préparation. Mais le séchage n'était pas la seule méthode utilisée. Dans certains cas, des pièces de bois étaient immergées pendant plusieurs mois dans de l'eau courante, ce qui permettait d'éliminer jusqu'à une partie significative des sucres solubles contenus dans le bois, réduisant ainsi fortement l'attractivité pour les insectes xylophages. D'autres techniques consistaient à brûler légèrement la surface du bois, créant une couche carbonisée de quelques millimètres seulement, suffisante pour limiter l'absorption d'eau et ralentir les attaques biologiques. Ce procédé, qui peut sembler rudimentaire, est encore utilisé aujourd'hui dans certaines constructions japonaises, preuve que cette logique empirique repose sur des effets bien réels. Enfin, certaines pratiques plus surprenantes, comme l'enfouissement temporaire dans des matières organiques en décomposition, utilisaient les propriétés chimiques de l'ammoniac pour modifier légèrement la structure du bois et renforcer sa résistance aux parasites. Le chêne des tourbières. Certaines formes de conservation naturelle permettent de mesurer concrètement l'impact du temps sur le bois. Le bog oak, par exemple, que l'on appelle en français chêne des tourbières, est un bois resté enfoui pendant parfois plus de 1000 ans dans des sols saturés en eau, privés d'oxygène.
Dans ces conditions, le bois ne se décompose pas normalement, car les micro-organismes responsables de sa dégradation ne peuvent pas survivre. Au lieu donc de pourrir, il se transforme lentement, devient plus sombre, parfois presque noir, et sa densité peut augmenter. On retrouve aujourd'hui des pièces de chêne des tourbières encore parfaitement exploitables, alors même qu'elles ont passé plusieurs siècles sous terre. Ce phénomène montre que la durabilité du bois dépend autant de son environnement que de sa nature initiale. Assembler sans détruire. La manière d'assembler les pièces de bois joue un rôle essentiel dans la longévité des structures. Aujourd'hui, une construction moderne peut contenir des milliers de clous ou de vis métalliques qui finissent avec le temps par s'oxyder. Or, la corrosion du métal entraîne une augmentation de volume, ce qui exerce une pression sur le bois environnant et peut provoquer des fissures. A l'inverse, les artisans médiévaux utilisaient majoritairement des assemblages en bois, notamment avec des chevilles. Ces chevilles présentent un avantage important. En effet, elles réagissent à l'humidité de la même manière que les pièces qu'elles maintiennent. Lorsque l'air devient plus humide, elles gonflent légèrement, renforçant naturellement le serrage de l'assemblage. Ce principe permet d'obtenir des structures capables de s'auto-ajuster en fonction des conditions environnementales, et ce sans créer de points de faiblesse. Se protéger de l'eau. Le principal ennemi du bois n'est pas le temps lui-même, mais l'humidité stagnante. Un bois exposé à l'eau, mais capable de sécher rapidement, peut durer plusieurs siècles, alors qu'un bois maintenu dans un environnement humide, constant, peut se dégrader en quelques années. Les constructions médiévales intégraient cette réalité dès leur conception. Les débords de toit pouvaient ainsi atteindre plusieurs dizaines de centimètres, voire plus, afin de protéger les murs et les structures. Les éléments en bois étaient systématiquement séparés du sol par des bases en pierre, limitant ainsi les remontées d'humidité. Cette logique simple permettait d'éviter ce que l'on observe souvent aujourd'hui, des bois enfermés dans des structures étanches, incapables de sécher correctement. La logique médiévale. Si certaines structures médiévales sont encore debout après plusieurs siècles, ce n'est pas parce que leurs bâtisseurs disposaient d'une technologie supérieure, mais bien parce qu'ils travaillaient avec une logique différente. Aujourd'hui, une maison est souvent conçue pour durer quelques décennies, parfois 50 ans, avec des matériaux standardisés et des délais de construction très courts. Au Moyen-Âge, certaines charpentes étaient pensées pour durer plusieurs générations, avec des bois ayant parfois déjà vécu plus d'un siècle avant même d'être utilisés. Ce décalage est fondamental, car il montre que la durabilité ne dépend pas uniquement des matériaux, mais du temps que l'on accepte d'y consacrer. Le bois n'a pas changé, mais notre manière de l'utiliser, elle, a profondément évolué. Voilà, avant de se quitter, une dernière anecdote. Vous le savez tous, un incendie majeur est survenu à la cathédrale Notre-Dame de Paris les 15 et 16 avril 2019, et ce pendant près de 15 heures. Il a cependant révélé quelque chose de très parlant sur le bois médiéval. Quand le feu s'est propagé dans la charpente, il a évidemment détruit une grande partie de la structure. Mais ce qui a surpris les spécialistes, c'est la manière dont le bois a brûlé. En effet, ce chêne médiéval, extrêmement dense, ne s'est pas consumé instantanément comme du bois moderne plus léger. Il a brûlé lentement, en surface, en formant une couche de charbon qui ralentissait la progression du feu. C'est un phénomène connu. Plus un bois est dense, plus il résiste longtemps au feu. Résultat, certaines pièces ont tenu bien plus longtemps que prévu, retardant l'effondrement complet de la structure. Et surtout, cela a confirmé quelque chose d'essentiel. D'une part, la qualité exceptionnelle de ce matériau, même après 800 ans. D'autre part, sa capacité à résister non seulement au temps, mais aussi à un incendie d'une violence extrême.